Cette vidéo a été inspirée par le livre « Mondes au-delà des pôles. Continuité physique de l'univers ». Ce livre fut publié en 1959. Il est disponible aujourd'hui sur Amazon en version Kindle. J'ai été stupéfait par ce livre. Si vous recherchez des sujets comme la Terre plate, vous devez lire ce livre. Laissez-moi vous en lire les premières pages qui en disent long. Les pages suivantes contiennent la seule et unique description de l'univers composé de terre, d'eau, d'oxygène et de végétation, où l'homme et d'autres formes de vie animale abondent. Ce n'est pas une fiction, ni une analyse technique de quoi que ce soit. C'est le simple récit de faits, qui transcende la fiction la plus élaborée jamais conçue. Il est diamétralement opposé aux hypothèses et conclusions mathématiques des théoriciens et techniciens proposées à travers les âges. C'est la vérité. Ces pages décrivent les routes physiques terrestres partant de la Terre et menant à chaque masse terrestre de l'univers qui nous entoure. Ces routes s'étendent au-delà du pôle Nord et du pôle Sud, prétendues limites de notre Terre, telles que décrites par la théorie. Il sera démontré ici qu'il n'y a pas de limite nord ou sud à notre Terre. Par conséquent, il sera également démontré le fait que tout mouvement en ligne droite, à partir des pôles, sur le même plan que celui de la Terre, permettra l'accès aux masses terrestres célestes qui nous apparaissent situées au-dessus ou séparées de la Terre. Une version basique de ce livre fut écrite et publiée dans les universités américaines entre 1927 et 1930. Depuis lors, le Bureau de recherche navale des États-Unis ainsi que la Navy ont confirmé de manière définitive les caractéristiques de cette étude. Depuis le 12 décembre 1928, l'existence de masses terrestres au-delà des deux pôles, totalement à l'opposé de la prétendue théorie copernicienne du globe isolé, fut confirmée par les expéditions polaires de l'US Navy. Le 13 janvier 1956, au moment de la préparation de ce livre, l'unité aérienne de la marine US dépassa sur une distance de 3700 km la limite supposée du pôle sud de notre Terre. Ce vol n'a survolé que des masses terrestres, de l'eau et de la glace. Pour les raisons qu'on imagine, ce vol exceptionnel fit l'objet d'une couverture médiatique négligeable. Les US ainsi que plus de 30 nations organisèrent alors des expéditions polaires sans précédent de 57 à 58, avec comme objectif de pénétrer à l'intérieur des terres, maintenant reconnues comme s'étendant sans limite au-delà des pôles. Cette étude est le premier récit qui explique pourquoi il est inutile de tirer vers le haut, depuis le niveau terrestre, pour explorer d'autres endroits célestes nommés astronomiquement, et par conséquent démontre pourquoi cette tentative est futile. Ces pages présentent l'évidence qu'une densité atmosphérique identique à celle de la Terre prédomine dans tout l'univers. Une telle caractéristique prouve que rien, excepté la présence d'une enveloppe gazeuse contenant le ciel, présupposant de l'oxygène équivalent à celui que l'on trouve sur la Terre, ne nous permettrait d'observer les lumières célestes, désignées comme étoiles ou planètes. Les corps lumineux de l'univers que nous observons autour de nous représentent les zones célestes du ciel, et elles sont aussi interconnectées et continues que toute la surface du ciel de notre Terre. Par conséquent, il est démontré qu'il n'existe aucun corps sphérique isolé dans tout l'univers. Ceux-ci ne sont qu'un effet d'illusion d'optique. Ce travail s'oppose radicalement et légitimement aux conclusions des astronomes de toutes les époques. Il décrit l'illusion découlant de toutes les observations télescopiques ou photographiques. Il explique clairement et illustre parfaitement la raison pour laquelle ces illusions optiques ont été considérées à tort comme des faits. Cette étude expose la première approche de l'homme dans sa compréhension de l'univers factuel et continu, comme réceptacle de la vie humaine, d'un bout à l'autre de son étendue, ce, en dépit de toutes les théories abstraites affirmant le contraire. Ce livre prétend être basé sur des faits. Une Terre infinie avec une vie humaine au-delà des pôles,
Personne ne parle de ce livre sur YouTube. Je n'ai trouvé que 2 bonnes vidéos pour l'instant, l'une de Chippy the Chipmunk et une autre excellente de Flat Drop. Voici d'autres extraits intéressants de ce livre. Février 1947. J'aimerais voir cette terre au-delà du pôle. Cette zone au-delà du pôle est le centre du grand inconnu, déclara l'amiral Byrd avant son survol de 7 heures des terres situées au-delà du pôle Nord. Novembre 1955. C'est l'expédition la plus importante de l'histoire de notre monde, déclara l'amiral Byrd avant de partir explorer les terres situées au-delà du pôle Sud. Janvier 1956. 13 membres d'une expédition US réalisèrent un vol de 4300 km depuis leur base à McMurdo, située 600 km à l'ouest du pôle Sud, et pénétrèrent, sur une distance de 3700 km, une zone de masse terrestre au-delà du pôle Nord. La plupart d'entre vous la connaissent déjà, mais voici un court extrait de l'interview donnée par l'amiral Byrd à la télévision US. Notre invité ce soir résolut de découvrir s'il y avait des terres au nord du continent nord-américain. Il fit son premier vol de reconnaissance, et je dois dire que l'amiral Byrd, notre invité ce soir, est non seulement notre plus grand explorateur vivant, mais aussi une inspiration pour nombre d'Américains. Amiral Byrd, vous avez été au pôle Nord et au pôle Sud. Reste-t-il une zone inexplorée sur cette terre qui puisse attirer les jeunes Américains aventuriers? Oh oui, elle existe, mais pas au pôle Nord. C'est trop envahi maintenant, car ils pensent tous qu'ils en tirent parti, pas seulement pour y vivre, mais militairement. Mais étrangement, il reste dans le monde une zone aussi grande que les US, qui n'a jamais été foulée par l'homme, qui se trouve au-delà du pôle, de l'autre côté du pôle Sud, depuis l'Amérique centrale. Et je trouve tout à fait surprenant qu'il y ait une aussi grande zone inexplorée. Il n'y a pas de limite physique aux extrémités nord et sud de la Terre. Il n'existe pas d'espace entre les zones de l'univers, mais toutes les observations font apparaître de manière trompeuse le contraire. Le concept d'un univers fait de corps sphériques et isolés trouve son origine dans l'effet de courbe produit par tout type de lentilles. Les corps sont une illusion. La conclusion antique de Galilée que les zones célestes lumineuses sont isolées les unes des autres et qu'elles ont un mouvement circulaire dans l'espace est directement liée à l'inévitable erreur d'interprétation du fonctionnement d'une lentille optique. Le mouvement circulaire est donc une illusion. Dans un univers de masse terrestre et de ciel continu, les gaz s'échappant de la voûte lumineuse engendrent un effet forcément trompeur de mouvement circulaire ou elliptique. Cet effet trompeur provient du fait que de telles émanations gazeuses dans le ciel sont détectées par les lentilles circulaires. Derrière cette voûte gazeuse mobile qui enveloppe tout le royaume céleste, se trouvent, indétectables mais réelles, des masses terrestres, de l'eau, de la végétation et de la vie, tout comme sur Terre. Les illusions d'optique proviennent du fonctionnement de la lentille de l'œil humain, et toutes les lentilles des appareils photo et télescopes sont conçues comme celle-ci. Le fonctionnement d'une lentille requiert sa convergence, ce qui crée un effet de courbe aux proportions d'un disque réfléchi par la circularité de tout type de lentille. Observée ou photographiée depuis une altitude élevée ou depuis la voûte céleste, une illusion d'optique identique se produirait de par la surface continue et ininterrompue du ciel recouvrant la Terre. En 1927, la science ignorait qu'en l'observant depuis une haute altitude, chaque parcelle du ciel terrestre était lumineuse. Les premières observations et photographies furent réalisées par le professeur Auguste Piccard en 1931. Piccard n'a pas atteint une altitude suffisante pour obtenir ce contraste de luminosité du ciel avec l'arrière-plan du noir profond de la stratosphère. L'idée du disque au bord relevé à laquelle il fit référence n'était que partielle, car la distance atteinte n'était pas suffisamment éloignée de l'enveloppe gazeuse du ciel.
Des photographies prises en 1946 par des fusées V2 à une altitude de près de 100 km montrent l'effet trompeur d'une forme de disque et de son ciel isolé au-dessus de White Sands, New Mexico et de ses alentours. Ces prises de vue par les fusées à plus haute altitude détiennent la plus sensationnelle des confirmations de l'existence d'une continuité physique. Les étoiles et planètes sont connectées et forment le ciel céleste lumineux avec des masses terrestres sous-jacentes. Il n'est pas possible de faire le tour de la Terre du nord au sud. Quelques vols soi-disant autour du monde ont contribué à la fausse croyance populaire que l'on pouvait en faire le tour en passant par les deux pôles. Tout mouvement de progression au-delà des pôles mène au franchissement de la limite finale supposée de la Terre globe, et les terres que l'on y trouve sont connectées au céleste. Ces terres passerelles semblantes à la verticale ou extérieure, depuis toute position terrestre autre que celle des pôles, sont atteignables par progression en ligne droite au-delà de ces pôles imaginaires. Ce n'est plus 1927. L'existence de mondes au-delà des pôles fut confirmée par l'exploration navale US durant les 30 années suivantes. Voici, selon le livre, une illustration de l'univers. Comprenez que ce n'est pas la forme réelle de notre univers, mais plutôt la manière dont nous voyons l'univers. Le mode de fonctionnement de notre œil crée cette illusion. Voici une autre illustration. Nous vivons en bas, sur la surface terrestre, et au-dessus de nous se trouve une couche d'atmosphère. Au-dessus de cette couche se trouvent des parties courbées représentant des morceaux du ciel, lumineux lorsque observés par au-dessus. Encore plus haut, nous avons la stratosphère, puis on arrive au niveau céleste, qui est identique au niveau terrestre, en haut comme en bas. Étant donné que le haut est toujours relatif, nos cousins célestes voient le ciel bleu en haut de la même manière que nous et contemplent ainsi un ciel étoilé lumineux identique au nôtre. Contrairement à la croyance populaire, un lancement vertical ou vers l'extérieur, depuis n'importe quel point terrestre ou céleste, enverrait la fusée hors de la structure de l'univers, dans l'espace infini. Placez votre pouce devant la section stratosphère de l'illustration, puis ramenez-le vers vous. Cela vous décrit ce qu'il se produirait si une fusée ne revenait pas sur Terre après son lancement. Elle serait perdue dans l'espace, à partir duquel l'univers fut construit. Ou alors elle serait projetée sur un autre plan terrestre isolé par rapport au point de lancement. Le haut est toujours relatif à notre position, quelle qu'elle soit dans la structure de l'univers. Quand on se trouve sur la Terre d'en haut, la surface terrestre que l'on a laissée derrière nous sera la verticale de nos observations à partir du plan céleste. Si nous étions assis sur le nez d'une fusée à 800 km d'altitude par rapport au plan terrestre, nous aurions perdu la notion du point d'entrée dans la stratosphère sombre. Et peu importe la direction de notre regard, nous observerions les mêmes points lumineux désignés par l'astronomie, les mêmes que ceux que l'on voit en observant le ciel couvrant la surface terrestre que l'on vient de quitter. Nous verrions des lumières similaires nous enveloppant, quel que soit notre angle d'observation. Puis, alors que l'altitude augmente, les lumières célestes couvriront l'ensemble. Et dans la mesure où les lumières composant le ciel de l'univers ne sont pas ordonnées comme une logique de la tête en haut, les pieds en bas, le rayonnement de celles-ci couvriront la fusée sous tous les angles. Ce qui est au-dessus est en fait partout. Ce que l'on appelle les cieux du haut sont en fait autour de nous. Le facteur responsable de la couverture glaciaire des zones polaires résulte de leur positionnement par rapport à l'univers tout entier et à la distribution des forces magnétiques qui le parcourent. Cette distribution magnétique varie en fonction des lois naturelles gouvernant sa répartition universelle. Des documents détaillés sur l'Antarctique précisent que les pingouins et les baleines y abondent, zone pourtant initialement considérée comme zone glacée, isolée et constamment plongée dans la pénombre, et que les montagnes recèlent une fortune en charbon et minerais. L'Antarctique, que nous connaissons comme étant le pôle sud, est une terre constituée de montagnes, de minerais et de vie animale.
D'autres terres, comprenant de la végétation ainsi que toute forme possible de vie, existent au-delà de celui-ci. À partir d'un certain point, et ce, sur une certaine distance au-delà, les vents et blizzards les plus intenses se font ressentir, agissant comme un frein naturel à la progression hors des limites de la Terre connue. De telles conditions agissent comme l'expression d'une volonté divine, exigeant de tout être terrestre certaines valeurs cosmiques, permettant de franchir cette barrière de glace. Au-delà de cette barrière naturelle existe un monde au climat chaud composé de terre et de cours d'eau, et c'est là que nos cousins célestes attendent l'arrivée de l'homme terrestre. Et si on se demande à quelle distance se trouve le monde céleste, il suffira de dire qu'à la vitesse des transports d'aujourd'hui, elle est négligeable. L'univers n'est pas construit comme un gigantesque moulin à vent et ne contient aucune sphère ou globe, ni aucune parcelle isolée de son entourage. Les zones de cette illustration en forme de roue pourraient facilement être représentées en forme de cylindre, dans lequel chaque masse terrestre interconnectée du plan céleste et du plan terrestre se dévoilerait sous forme ondulatoire, générée par la puissance cumulée de leur champ magnétique. Le mouvement ondulatoire se ferait dans le sens et contresens du Soleil, alors que le Soleil continuerait sa course régulière, traversant toute la structure de l'univers. Le parcours continu du Soleil à travers l'univers sera, durant une saison particulière de notre année terrestre, dirigé vers une zone spécifique, qui, à une autre période de l'année, en sera plus éloignée. Des deux côtés du ciel lumineux, céleste et terrestre, de la masse terrestre existe. Par contre, il n'existe aucun corps sphérique en mouvement. L'état gazeux du ciel, en perpétuelle action, est responsable de l'interprétation erronée des lentilles d'observation, agissant également sur leur spectre. La dualité de l'ondulation des gaz, avançant et reculant par rapport au Soleil, existe, mais celle des corps ne le peut. Cela fut compris dès 1927. Il fut révélé que chaque parcelle du ciel terrestre donnait l'impression trompeuse d'un mouvement circulaire, vu à travers l'enveloppe de gaz en mobilité constante. Et si ce livre représentait la réalité, si c'était vrai, pouvez-vous imaginer ce qu'il se passerait si les gens le découvraient? Je ne sais si cela est vrai ou non, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé sa lecture très intéressante. Merci de votre attention.